Alors, bienvenue à la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et comment kiffer sa création de contenu tout simplement avec Diane. Salut Diane. Salut Faustine. Donc, tout simplement, toi, tu es un peu dans la personne qui dit il faut kiffer son contenu et tout. Donc, tu es la personne idéale pour ce sujet. Avant de rentrer plus en profondeur et plus en détail dans le sujet de la création de contenu et comment kiffer et allier les deux en même temps, je vais te laisser te présenter et nous faire ta présentation de rêve. Merci. Oui, je m'appelle Diana Taya, comme tu l'as dit, et j'ai une conviction qui guide à peu près tout ce que je fais, et notamment la création de contenu, la production de contenu. C'est que je suis convaincue que c'est en se mettant en mouvement et en faisant les choses qu'on crée des contenus dont on est fier, qu'on crée des projets dont on est fier, et surtout qu'on change le monde. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai deux podcasts, que je monte mon activité avec Marine Roman aussi, que je suis productrice de podcasts, mais que je monte aussi le business et je produis le business aussi de mes clients. Et du coup, ça guide un peu tout ce que je fais, et notamment le fait de kiffer son contenu et de sortir des idées un peu poussiéreuses que ça peut être et des stress que ça peut être. Donc c'est sûr que le kiff dans le contenu, c'est un truc qui me parle beaucoup et que j'essaie d'implémenter le plus dans mon business et même pour les autres. Donc, on va voir ensemble qu'on peut kiffer, créer du contenu et le faire aussi sans trop de prise de tête. Parce que finalement, aujourd'hui, la création de contenu, c'est un moyen de communiquer qui est devenu assez courant. On l'utilise pas mal pour éviter la prospection, pour faire venir les personnes à nous. Mais déjà, la première question, c'est comment tu fais pour choisir les réseaux sur lesquels tu vas communiquer? Où est-ce que tu te lances? Parce qu'on ne va pas tous agir et se lancer sur les mêmes réseaux. Donc toi, comment tu fais et qu'est-ce que tu conseilles en tout cas pour choisir là où tu dois te lancer en premier? À mon sens, la question qu'il faut se poser, c'est euh, sous quel format ça a plus de sens que je communique. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont très très longs et où j'ai plein de choses à dire. Par exemple, dans Kiffe ton contenu, on a fait un épisode complet avec Héloïse Barèche, qui est la community builder de chez Ocha, sur comment tu fais pour lancer ton podcast. Et on détaille tous les process à l'intérieur. C'est beaucoup plus intéressant qu'on fasse un épisode de à peu près 1 heure à l'intérieur. On détaille tout, que de faire un post Instagram ou de faire une newsletter. Aussi parce que ça va rester dans le temps, un épisode de podcast. Donc, si dans 5 ans, 10 ans, 40 ans, il y a quelqu'un qui découvre notre podcast et qui découvre le podcast via cet épisode, c'est pas la même chose. Quand on fait une newsletter, c'est pas le même mécanisme et c'est pas la même consommabilité. Ce que j'aime dire, c'est que tu n'as pas la même façon de le consommer. Ça va peut-être être plus du texte ou des éditeurs vidéo, etc. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je vais, moi, vouloir le produire? Qu'est-ce que je vais vouloir dire? Puis la deuxième chose, c'est comment est-ce que les personnes qui vont découvrir mon contenu, que ce soit une newsletter, un post Instagram, un live, tout ce qu'on veut, un Reels, comment ils vont, eux, le consommer? Et qu'est-ce que eux, ils ont besoin de consommer? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas du tout le podcast. Et je vous aime beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et vous avez le droit d'exister. Mais il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ça. Et c'est peut-être aussi une façon de se dire, bon, j'ai un podcast, mais j'ai quand même envie de parler à ces personnes. Comment je peux le recycler, en faire un contenu écrit ou, je sais pas, quelque chose à télécharger pour que les personnes y arrivent quand même. Donc c'est vraiment une question de consommabilité pour toi, de productivité, de dire bon, comment je le produis, et pour les autres, comment est-ce que eux ils vont le consommer. Donc en gros, on doit prendre en compte bien sûr les personnes qui vont le consommer, ce contenu-là, mais tu as aussi l'aspect, tu disais, il faut voir aussi comment on va le produire ou quoi que ce soit, mais aussi là où finalement on prend du plaisir à créer ce format-là. Parce que, ok, ça se trouve, la newsletter, ça va être un format qui va être hyper consommé, je sais pas, par notre audience et tout. Mais si tu prends pas plaisir à le créer, peut-être se détourner sur un autre format pour trouver un compromis. Totalement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'avais ma newsletter qui était un format hebdomadaire, et en fait, je me suis rendu compte que déjà écrire un format hebdomadaire de newsletter, ça me pesait. C'est-à-dire que j'arrive, enfin, à chaque fois, je me disais, bon, faut que je le fasse, donc je vais le faire. Donc, parce qu'il faut le faire, parce que j'ai décidé que c'était hebdomadaire, donc je vais me forcer un peu à le faire. Je me suis rendu compte que vraiment ça me pesait, et je me suis dit, en fait, si ça te fait pas kiffer, arrête de le faire. Donc, j'ai décidé d'arrêter ma newsletter et de prendre le temps aussi de réfléchir à ce que je voulais faire, etc. Et là, je suis en train de faire la refonte. Et résultat, c'est une newsletter qui va passer en newsletter mensuel,
qui va inclure quelques textes, etc., pour savoir comment je vais en ce moment, c'est quoi mes news. Et je vais inclure à chaque fois une vidéo qui répond à une problématique que j'aurais choisie et que les abonnés sur Instagram ont choisi. Mais c'est vraiment quelque chose de, en fait, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et est-ce que tu te sens OK de faire ce truc sur le long terme. Si t'adores parler, t'adores parler avec plein de gens, bah fais un podcast. Si par contre tu détestes écrire, bah fais pas une newsletter tout de suite ou aie assez de ressources financières pour pouvoir le déléguer ou pour faire autre chose. Mais à mon sens, il faut aussi se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait. Si j'ai envie de faire une newsletter qui est hyper longue, où je raconte ma vie pendant des heures et des heures, bah en fait fais-le. Si toi t'as envie de le faire, bah c'est le plus important. Ouais et puis, du coup, tu disais, toi, tu as modulé un peu ta newsletter et ta façon de la faire, de la promouvoir du coup. Ça veut aussi dire qu'on n'est pas forcément enfin, on choisit des formats, mais on n'est pas forcément bloqué dans ce qu'on a défini. Par exemple, on peut très bien passer de hebdomadaire à mensuel. Faut savoir aussi, s'écouter et adapter ce qu'on propose derrière pour que enfin, qu'on ne devienne pas aussi esclave de nos contenus et qu'on ait aussi cette liberté et ce plaisir à créer. Ouais. Et c'est ce qu'on défend beaucoup avec Marine, c'est l'amour du test and learn. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas définitif de me dire ma newsletter va être mensuelle. Peut-être dans 3 mois, je vais vouloir la repasser en hebdomadaire et je sais pas quoi. Mais vraiment, en fait, teste un premier format où tu vas te dire, bon, bah, de toute façon, je vais tester. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire, j'aurai appris de mes erreurs. Et après, dis-toi, bon, bah, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter totalement? Et de toujours se dire, bah, en fait, au pire, j'apprendrai des choses et au pire, bah, c'est pas grave, j'aurai appris sur moi-même, peut-être ma communauté aussi, elle aura appris à se dire, ah bah, peut-être en fait, moi, ce format-là, c'est quelque chose qui me correspond à moi. Et après, il pourra peut-être s'en inspirer pour créer leur propre contenu. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, en fait, il faut arrêter de se foutre la pression. Le contenu, c'est que du contenu. Et on est un peu personne sur cette terre, ça va pas changer la face du monde si on fait une erreur, si on fait une faute d'orthographe, si on change de format. En fait, c'est normal et la création de contenu, c'est aussi ce qui est beaucoup dit sur les réseaux, c'est du long terme. Donc, testez sur un temps long et après, dites-vous, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai pas envie de garder, quoi. Ouais et puis du coup, on peut tester à la fois sur les réseaux, enfin parce que sur les différents réseaux, voir ce qui nous plaît le plus, comme tu disais, podcast, articles de blog, enfin voir un peu ce qui nous plaît et en même temps, par exemple, sur une newsletter, si on prend l'exemple, un peu vraiment le format de fond, la forme que ça va donner et pareil, par exemple, un podcast, ça peut changer entre-temps sous la forme qu'on va le faire. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? Est-ce que c'est des interviews, des choses solo? Finalement, là aussi, il y a plusieurs moyens de tester à ce niveau-là. Mais oui, des fois, on est plus exigeant avec nous-mêmes et on se dit, mais mon Dieu, ce que je vais faire, enfin voilà, on se prend trop la tête pour finalement, alors qu'on ne devrait pas. Oui. Et puis surtout, bon, je pense que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes des bonnes personnes. Donc, souvent, c'est ce qu'on dit à nos clients, mais c'est pas grave, te prends pas la tête. Franchement, au pire, t'apprendras et tout. Puis bizarrement, on le dit très très bien à nos clients, mais par contre, quand on essaie de l'appliquer à nous, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, il faut aussi se rappeler que, comme je dis, moi, on a aussi une culture d'entreprise, de se dire, bah, en fait, je m'engage à tester et je m'engage à apprendre de mes erreurs. Et pour moi, savoir se remettre en question et savoir se dire, bon, bah, c'était pas parfait, mais en fait, je l'ai fait et au moins, j'ai appris. C'est aussi une question de culture d'entreprise, de ta propre entreprise, de ton propre contenu, de se dire, bah, en fait, je le fais juste parce que j'ai envie de le faire, là, à ce moment T, et même le dire à sa communauté, voilà, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de le faire. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, moi, ça me fait plaisir. Donc, assumer aussi que des fois, il y a des choses juste on a, nous, on a envie de les faire. Et il y a, je sais pas, début janvier, j'ai fait un live sur Instagram où je faisais mon puzzle et j'étais trop contente de faire ça. Il y était 3 personnes. J'étais en mode putain, j'ai kiffé trop faire mon puzzle avec des gens et discuter sur Instagram. Donc, c'est aussi ça, quoi. Oui, il faut parfois expérimenter et après, faut aussi on parlait de contenu, par exemple podcast, newsletter et co. Faut voir aussi, par exemple, les objectifs qui peuvent être derrière. Est-ce que notre but, c'est d'attirer, par exemple, aussi, je pense aux articles de blog, de nouvelles personnes sur notre site via le référencement? Après, on va en parler un peu plus, tout ce qui est recyclage de contenu.
Parce que en fait, on se dit: «Il faut toujours créer de nouvelles choses à chaque fois», mais on oublie en fait, on crée tellement de choses qu'on peut réutiliser, différentes choses et toi, tu le fais de ton podcast sur Instagram. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu fais pour recycler le contenu et comment tu vois justement le fait de recycler, ton contenu sur tes différents réseaux? Comment tu fonctionnes? Alors d'abord, moi, le terme de recyclage de contenu, c'est un terme que j'ai découvert pendant mon stage, parce que j'ai fait un stage avec Thomas Burbidge, entre autres, et il m'a présenté ça via la content machine, le content model de Gary Vee, donc Gary Vaynerchuk. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur son site. Il y a un slide qui fait 80 slides où il explique tout en détail. Gary Vee est vraiment très très précis. Et en gros, l'idée du recyclage de contenu, c'est de partir des idées de sa communauté, des questions qui se posent et même des idées que toi tu peux avoir, de via ces idées construire des pillar content, donc des contenus qui sont à forte valeur ajoutée et qui sont longs souvent. Donc ça peut être un article, ça peut être des très très longs articles de blog, ça peut être des articles, enfin des épisodes de podcast, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être plein plein de choses. Ça peut être des conférences si vous faites des conférences, etc. Et après, l'idée c'est de reprendre ces contenus, d'en tirer des micro-contenus, donc d'aller chercher ce qui est à l'intérieur. Si on prend l'exemple d'un épisode de podcast, ça peut être des citations, ça peut être des audio waves, ça peut être des carousels qui reviennent sur des idées clés de chaque idée. Ça peut être des schémas qui sont tirés d'une explication qu'un invité ou que toi, tu peux apporter. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, mon contenu, il est là pour régler une problématique, régler un problème fort, un besoin fort dans mon audience, de ma communauté. Et après, pousser via les micro-contenus à l'écoute de cet épisode, mais ça peut être juste à l'utiliser pour l'utiliser. Il y a plein de fois où j'ai juste utilisé des micro-contenus pour utiliser ce micro-contenu sans directement repousser vers l'épisode. Donc c'est aussi un moyen d'alimenter nos réseaux. Et je trouve que c'est aussi un super moyen de toujours être en accord avec sa ligne éditoriale. Parce que si tu fais un contenu pilier qui est à très forte valeur ajoutée, logiquement, quand on fait un épisode de podcast, il est souvent en accord avec nos valeurs et notre ligne éditoriale. Et du coup, c'est sûr que les micro-contenus qu'on va faire sur nos réseaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, TikTok, si vous êtes TikToker, en fait, ils seront toujours en accord avec nos valeurs, notre ligne éditoriale. Et il n'y a pas de raison que du coup, ce soit en désaccord avec notre envie du moment. Et surtout, ce que je tiens à rappeler, c'est qu'on peut utiliser un épisode de podcast, un contenu pilier, qui date d'il y a 3 mois. C'est pas grave, en fait. À mon sens, le recyclage de contenu, il n'a pas de temporalité précise. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que au début, je me mettais beaucoup la pression en me disant, il faut que ça sorte maintenant, parce que l'épisode de podcast, il est sorti il y a 2 jours et tout. Et maintenant, je me mets tellement moins la pression et je me dis, en fait, j'ai sorti un épisode de podcast il y a peut-être 2-3 mois avec Marine. J'ai envie de le réutiliser parce que ça a du sens pour moi aujourd'hui. Et je me fais confiance et c'est aussi ça. Donc, le recyclage de contenu, pour moi, c'est un moyen de toujours être en accord avec nous-mêmes et surtout d'alimenter sa création de contenu sans vouloir se dire il faut que j'ai une nouvelle idée, il faut que j'ai un nouveau truc qui sorte du lot, etc. Après, c'est sûr que c'est un travail très précis et très chronophage, un peu, de se dire c'est quoi les contenus intéressants dans ce contenu pilier qui sont à ressortir pour moi. C'est quoi ce qui est intéressant, c'est quoi qui a de la valeur pour mon audience. Et ça, c'est un vrai travail qui se fait sur le long terme, de le faire de petit à petit et de dire, c'est vraiment intéressant, il faut que je le retire et que ce soit une citation, un carrousel, etc. En fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure aussi, le test and learn, c'est qu'en faisant et en recyclant au fur et à mesure, tu vas apprendre, les choses à mettre en avant, à ce que tu peux utiliser. OK, tu peux faire la promo de ton nouvel épisode de podcast. Après, tu vas pouvoir, comme tu disais, utiliser une citation, faire des carrousels. Et c'est vrai qu'en fait, on se met moins l'impression de dire: «Il faut que je trouve une nouvelle idée». En fait, tes idées, elles sont là, quelque part, il faut juste que tu ailles les chercher sans se dire: «OK, je fais quoi maintenant?» en étant totalement largué, perdu, en se disant: «Mais je sais pas où je vais». Et comme tu le disais, finalement, c'est lié avec ce qu'on a déjà créé et je trouve que c'est une pression en moins, finalement, parce qu'on a déjà plein de choses autour de nous, mais qu'on pense pas à utiliser. Ouais, Morgane a donné cet exemple dans une masterclass qu'on avait fait de le recyclage de contenu, c'est un peu comme quand c'est comme un groupe de musique qui sort un album. Et le fait de aller faire une interview, aller faire une promo, faire un clip, etc. Ça, c'est du micro-contenu. Et le contenu pilier, c'est l'album qui sort. Et je trouve que c'est un bon truc pour comprendre aussi comment tu parles de ça.
c'est comme si tu sortais un album toutes les semaines et que tu dois en parler. Et bah, en fait, c'est plein de moyens différents de parler de ton album de musique, si vous voulez sortir des albums de musique. Et c'est ça, et je trouve que c'est tellement une pression en moins de se dire bah, juste un pack d'idées à chaque fois et je pioche dedans en fonction de ce que j'ai envie de parler de tel sujet, de tel truc, etc. Il y a des fois aussi où pour des épisodes de podcast, j'ai pas du tout recyclé de contenu et c'est pas grave en fait. Il y a des épisodes de podcast où j'ai dû faire juste la sortie du post et une citation et c'est tout. Et c'était déjà hyper pertinent à mon sens de euh, ne pas les réutiliser tout de suite, mais de les avoir en stock et de me dire peut-être dans quelques mois j'ai envie de les réutiliser. OK, et du coup, toi, parce que c'est quand même pas mal d'organisation finalement, tu as ton contenu pilier, après il faut que tu en dégages certaines idées, même si tu les utilises pas tout de suite. Comment tu fais pour gérer toutes ces idées, ces micro-contenus pour pas te perdre en fait? Parce qu'on peut facilement se perdre dans tout ce qu'on a, ne pas savoir où on va, en oublier. Comment tu arrives à organiser tout ça? Je vais prendre l'exemple du coup de Kiffe ton contenu, qui est le podcast que j'anime avec Marine Roman. On a une organisation assez précise sur ça. C'est-à-dire que les épisodes qu'on fait en duo, c'est elle qui s'occupe de faire la production des épisodes. Et les micro-contenus, on a un espace Notion, donc on a un pack, on a un espace qui s'appelle épisode de podcast et on les fournit ici. Et après, nous, on pioche dedans pour se dire bah, c'est quoi ce qui est intéressant pour notre contenu. Marine, elle utilise ce qu'elle en a envie, ce qu'elle a envie. Et pour les épisodes invités, c'est moi qui les monte et qui fais la production des épisodes. Et puis, je redistribue aussi les micro-contenus qu'on tire, donc les extraits audio, mais aussi les citations, à l'invité en question. Et après, quand moi, je m'occupe de ma création de contenu, et spoiler, souvent le vendredi après, parce que je suis assez fatiguée et je peux mettre au fond de mon lit avec mon ordinateur, je vais aller piocher un peu là-dedans de quoi j'ai envie de parler en ce moment. Je vais aussi aller piocher dans les idées que je peux avoir. J'ai une banque d'idées, on va dire, dans Notion, en fonction des formats que je fais, donc que ce soit une photo, une citation, un carrousel, etc., sur les idées que j'ai eues pendant la semaine. Et puis j'utilise aussi beaucoup, beaucoup mon carnet. Depuis quelques temps, j'ai un carnet Moleskine que j'utilise tout le temps, qui est tout le temps avec moi, et que j'ai tout le temps à côté de moi quand je travaille. Et du coup, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me sort un peu dans la tête, quand j'écoute un podcast, quand je regarde une vidéo, bah, je me dis, bon, bah, ça c'est intéressant, je le marque. Et peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je prends un temps pour renoter tout ce que j'ai marqué, soit des citations, des idées que j'ai pu avoir de temps en temps. Et ça me permet, encore une fois, de alimenter ma création de contenu et surtout alimenter ton monopole personnel, de pas juste faire, comme j'allais dire, faire du contenu parce qu'il faut faire du contenu, et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire de nouveau et qu'est-ce que je peux faire qui level up un peu sur ce que j'ai fait avant et de pas toujours rester dans bon bah j'ai fait une citation, du coup je mets une autre citation de je sais pas qui piocher sur internet, sur Wikipédia, mais de se dire qu'est-ce que je peux vraiment apporter de nouveau et qui est pas juste Diane fait du contenu sur Instagram, mais de se dire ah c'est Diane Ataya et elle a un angle particulier, elle a quelque chose de nouveau qui peut apporter quelque chose au monde, quoi. Ouais, du coup, on en revient aussi au lien que tu faisais tout à l'heure. On peut aller plus loin, on peut bouger, enfin, évoluer, c'est pas un souci. Et après, du coup, de ce que je comprends, je sais pas si j'ai exactement compris, mais en tout cas, pour les épisodes piliers, par exemple, si on prend un podcast, ok, tu as ton épisode et derrière, tu fais des blocs d'idées et tu les sors, en fait, pour les mettre vraiment dans ta liste d'idées, pour vraiment toutes les avoir et toutes les lister. Parce que des fois, ça peut être compliqué si tu rentres tout, par exemple, dans ton épisode podcast, par exemple, tu fais, bah, ok, citations et tout. Mais si tu les vois pas, tu peux avoir tendance à oublier. Et en fait, faut avoir vraiment la liste, le fait de voir les choses, ça aide aussi un peu à diriger. Après, c'est toujours le compromis entre on en a trop, pas assez et on se perd. Oui. Ça peut être compliqué aussi. Mais il y a aussi un truc qui est assez, enfin, qui est assez bête, mais qui est quand même important à rappeler, c'est que puisque c'est moi qui enregistre les épisodes de podcast avec Marine, que ce soit les épisodes duo, les invités, bah, je me souviens quand même un peu de ce que j'ai Oui. enregistré, donc je sais aussi de quoi j'ai parlé. Et je me dis, même si c'est pas un post qui est un micro directement, je me souviens un épisode de podcast qu'on avait fait avec Jojo de Bleu Renard Studio, où on parlait au début de pourquoi il parlait de projets de cœur sur son compte Instagram quand il présentait les projets qu'il pouvait faire. Et en fait, ça m'a inspiré une phrase qui est je fais des projets humains, pas des projets clients, qui n'est pas du tout une citation de l'épisode, mais que j'ai pu réutiliser en fait et qui a un lien total avec l'épisode.
Et j'ai pu aussi faire le contenu parce que j'ai participé à l'épisode et je me dis, ah bah oui, mais je sais de quoi je parle du coup, et ça a du sens, quoi. Oui, forcément, quand tu crées ton contenu, enfin, notamment avec, enfin, même si les articles, mais en tout cas avec les articles invités, les podcasts, on en ressort toujours avec une expérience ou quelque chose de derrière qu'on peut retransformer à notre façon. Et c'est aussi plus simple pour rendre des comptes et faire avancer à ce niveau-là. J'avais une question parce que tu as produit pas mal de contenu sous différents formats. Est-ce que tu as rencontré ou tu as fait pour toi des erreurs que tu as, enfin, du coup, tu as changé peut-être des process, des étapes, enfin, tu as fait évoluer certaines choses pour que ça marche mieux? Je pense que ça va être un peu bête, mais je pense que je me mettais beaucoup la pression au début sur il faut que ça sorte du lot et il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit original. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que à force de vouloir être original, en fait, on n'est jamais original et on essaie de faire des choses nouvelles parce qu'on sait que ça doit être nouveau et que c'est un peu le syndrome du contenu brillant de faut que ce soit nouveau, faut que ce soit nouveau, faut que ce soit nouveau. Mais en fait, à force de se dire faut que ce soit nouveau, en fait, on n'est plus nouveau du tout et surtout on se ressemble plus du tout et on n'est plus du tout en accord avec nous-mêmes. Et je pense que comment j'ai un peu switché ça, c'est que là, je me suis totalement lâché la pression et j'ai aussi beaucoup plus essayé de me faire confiance sur les idées que j'avais. Pas en essayant d'aller chercher de nouvelles idées de la part d'autres personnes, mais en m'inspirant de contenus que je pouvais avoir, donc, que ce soit des contenus, enfin, des podcasts, des vidéos YouTube, des articles, etc. Et en me disant comment est-ce que moi, je peux le réinventer mais à ma sauce. Et pas faire du copier-coller de ce que peuvent dire les gens, mais de se dire en fait j'ai aussi une voix et j'ai aussi mon contenu c'est aussi une forme de média et je peux aussi m'autoriser à dire ben, en fait je suis d'accord avec ça et je suis pas d'accord avec ça. Et bizarrement en faisant ça j'ai réussi à mieux sortir du lot et à réellement impacter mon audience. Euh, et c'est ça qui m'a fait quand même marquer de me dire, en fait, je peux aussi facilement sortir du lot sans vouloir sortir du lot. C'est un peu bizarre comme tricks, mais je trouve que c'est assez important à retenir de enlever cette pression de se dire il faut que ce soit parfait. Ben, en fait, c'est en essayant de ne pas être parfait que que ce sera déjà impactant, quoi. Ouais, puis dans ce que tu dis, en fait, je vois 2 choses. Moi, quand tu parles de nouveauté, d'originalité, finalement, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites qui sont des enfin, et en fait, on recycle et on combine différentes choses et c'est ça qui amène parfois l'originalité, mais c'est des choses qui ont déjà été faites par certains de différentes manières et tu vas mixer plusieurs, inspirations comme tu le disais et finalement pour trouver là où tu prends plaisir à créer, comment tu le fais, tu me disais YouTube, podcast, aller écouter et explorer différents créateurs, voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qui t'inspire, qui te parle à ce moment-là? Ok, mais j'aime bien comment elle fait enfin, cette personne, elle prépare ses interviews, enfin, elle fait ses interviews, ce petit truc-là. Et en fait, et comme tu le dis, l'important, c'est pas de copier-coller, là, au contraire, mais faire un petit mix de tout ce qui nous inspire, on fait la liste et on voit. Après, ça va évoluer au fil des épisodes ou autres, mais en tout cas, aller voir ce qui se passe ailleurs, on aura toujours une source d'inspiration quelque part, mais bien sûr, on copie-colle pas parce que c'est pas l'intérêt. Et puis, tu le disais, finalement, le but, c'est pas, enfin, t'es quelqu'un, t'es original, enfin, ta personne, c'est de la mettre en avant, peu importe comment tu le fais. Et c'est ça aussi qui donne ce côté nouveau, parce que c'est ta voix, c'est comment tu le présentes, comment tu le fais. Et on a tendance des fois à se sous-estimer en se disant, ouais, c'est moi, je suis personne ou quoi que ce soit. Mais en soi, il y aura personne qui sera toi à ta place. Donc, tu as aussi cette part-là de nouveauté qu'il faut prendre en compte. C'est pas forcément que le format ou certaines choses. Ouais, et je tiens à rajouter, on parlait de copier-coller, etc., et de pas vouloir faire du copier-coller. Je pense que c'est important, dans un premier temps, quand on commence, de juste, on a fait les mêmes études et je me souviens encore de cours de vidéo où notre prof nous disait, bah maintenant, vous allez devoir refaire ça vraiment copier-coller pour apprendre aussi le processus. Bah, je pense que c'est aussi intéressant, mais même juste dans son coin, pas de le montrer au monde, mais dans son Mm. coin, de se Ouais, dire, je suis d'accord. alors voilà comment elle fait cette vidéo. J'aime bien comment elle est faite. Ou genre, j'aime bien comment la personne elle a écrit et comment elle a tourné ses trucs. Bah, je vais essayer de genre refaire le même processus qu'elle a fait. Ou une animation vidéo, c'est vraiment ça. C'est bon, comment elle a fait pour faire genre cette animation et tout. Et de se dire, bon, maintenant, je vais essayer de le faire. Et après, à la fin, bon, bah, comment je peux le tourner pour que ça me ressemble plus, pour que ça ressemble plus à mon contenu. Et je vois que bah, Marine a fait beaucoup plus de production visuelle et vidéo que moi, par exemple.
et ça lui sert encore beaucoup de se dire, bon, bah, je vais essayer de faire une nouvelle animation, je vais essayer de faire une nouvelle stratégie pour voir comment ça fonctionne. Et de se dire, bon, bah, via un peu, encore une fois, le test and learn, qu'est-ce que je peux implémenter de nouveau dans ma production. Après, on peut apprendre des process en reproduisant, comme je disais pour la vidéo, du graphisme et autres, en refaisant un peu à l'identique. Après, oui, le problème, après création de contenu comme partout, c'est vraiment les personnes qui vont copier-coller, par exemple, le concept d'une vidéo, d'un podcast ou autre. Là, ça devient problématique. Et donc, il faut bien en fait faire la différence entre les deux et voir comment on peut apprendre de ce qui est fait, comment on va le refaire, et après amener sa patte et détourner en fait le refaire à sa façon et remixer avec d'autres choses qu'on a vues. Mais ouais, du coup, c'est important ce point-là. On peut refaire certaines choses, mais après, voilà, on republie pas tout pareil ou quoi que ce soit. Faut amener sa personnalité dans ce qu'on fait à chaque fois, peu importe ce qu'on fait. Mais c'est bien de faire la différence entre inspiration et copier-coller à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut poser quelques soucis par moment quand on voit certaines personnes qui peuvent copier-coller le contenu d'autres personnes. Oui. Et du coup, toi, c'est quoi ce qui te fait kiffer le plus dans la création de contenu? Parce qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a un pôle qui t'éclate au maximum? Bah, je me rends compte en ce moment que déjà je suis beaucoup plus productive et je kiffe beaucoup plus créer quand c'est le soir. Alors c'est très bizarre, je pense que je suis une personne nocturne qui n'aime Ah, pas dormir, team soir. mais moi, voilà, je suis pas la seule. Mais je me rends compte que déjà je produis beaucoup plus à ce moment-là. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, je me rends compte que c'est le fait de produire et d'imaginer les contenus que je vais pouvoir faire. Je le vois, là je suis en train de refaire ma newsletter et du coup de refaire un peu la bibliothèque de contenu que je mettais à disposition, donc des templates, etc. Et en fait, je me rends compte que vraiment, ça me libère le cerveau, de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir produire, de brainstormer vraiment le plan d'action que je vais pouvoir mettre en place. Et même si par moment j'ai un peu de mal de après me mettre en mouvement et de me rendre compte à la fin de oh, putain j'ai fait tout ça et souvent quand c'est le soir en plus genre je fonce dans un tunnel de productivité et je me rends compte qu'il est 22h30 que mes colocs ont déjà mangé que tout est qu'il fait tout noir chez moi. Je suis en mode peut-être que je vais aller manger et peut-être que je vais passer du temps aussi pour moi mais d'avoir ce moment de en fait, je suis tellement dedans que tu vois pas le temps passer. C'est un truc que j'adore et c'est aussi ce que je défends avec Marine. C'est en fait, si tu arrives à trouver un format où tu peux y passer du temps et que tu n'as même pas l'impression que le temps y passe, mais c'est vraiment là que tu dois concentrer ton énergie, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, une fois que tu as trouvé le format où tu prends énormément de plaisir à faire, c'est que tu as vraiment gagné, en tout cas, et que tu as trouvé ce truc qui t'anime, qui te fait pétiller, et tu te dis, ok, je peux continuer là-dedans, où ça va pas être une corvée, tu le fais vraiment avec plaisir. Et aussi, comme tu le dis, là, toi, tu crées plutôt le soir. Le moment aussi, il faut trouver le moment où tu peux créer ta bulle, finalement, et produire tranquillement. Et quand on trouve le format, finalement, où tu es à l'aise, tes idées, elles viennent aussi plus simplement. Tu as peut-être moins besoin, pas moins besoin de réfléchir, mais c'est peut-être plus naturel. Ouais, et puis tu sais, tu dis pas besoin de réfléchir. Je me rends compte petit à petit aussi que à force de faire et à force de produire de nouvelles choses, mon instinct stratégique, il se met beaucoup plus en place. Je m'en suis rendu compte ça quand j'ai commencé à faire la création de contenu et qu'il y avait vraiment de la mise en page à faire, que j'avais plusieurs pages quand je faisais des carousels, etc. Et je me rendais compte qu'en fait j'avais un aspect hyper stratégique qui se mettait en place sur le respect de ma mise en page, le respect de mes marges, le fait de pas couper la lecture, etc. Et ben en fait, je me rendais compte que ça venait petit à petit, enfin, que je l'avais déjà appris pendant mes études, mais que ça venait petit à petit et que, au bout d'un moment, c'était un réflexe, quoi. Je voyais un truc, je te mets non, faut pas que je le fasse. Et ça m'a même forgé un esprit de, quand je vois d'autres contenus sur les réseaux, je vois ce que moi je serais capable de valider et ce que je serais pas capable de valider. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que des fois, je pète un peu un câble, mais avec Marine, maintenant, on a un instinct stratégique qui fait que il y a des choses qu'on voit, on se dit, bah, ouais, enfin, pour nous, c'est validé dans une entreprise ou dans un contenu de le mettre en ligne. Il y a d'autres choses, on les voit, on se dit, comment on a pu valider ça? Parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est aussi un instinct que tu forges petit à petit, en kiffant et en te lâchant la pression. Et,
et vraiment en prenant du plaisir dans ce que tu fais, quoi. Donc ouais. Ouais, et puis, du coup, si tu prends plaisir si on parle de gros contenu et de contenu, enfin micro-contenu, si ton contenu de base, ta colonne vertébrale te plaît à fond, ça va être aussi, tu vas prendre plaisir aussi à créer tes micro-contenus parce que tout est lié. Enfin, je vois vraiment ça comme une colonne vertébrale, du coup, ton gros contenu et après tous tes micro-contenus à côté. Si tu prends plaisir sur l'un, globalement, tu vas prendre plaisir sur les autres. Après, il faut que tu trouves les manières de faire même dans l'organisation, les process pour pas que ça te prenne, même si c'est pas les micro-contenus là où tu vas prendre le plus de plaisir, mais trouver là aussi comment tu peux améliorer les choses pour être bien, juste être tranquillou quand tu crées tes micro-contenus après. Ouais, totalement. Et de peut-être aussi, je sais pas l'audience c'est pas les personnes qui nous écouteront, mais de se dire aussi, si à un moment ça vous saoule de faire des micro-contenus, si à un moment vraiment vous en avez marre, moi, il y a Cyrielle, qui est une illustratrice, qui dit ça très facilement. Il dit, quand tu as un problème avec ta chasse d'eau, t'appelles un plombier, et ben quand tu as un problème avec vos contenus, et ben t'appelles quelqu'un qui sait le faire. Ouais. Donc si aussi à un moment ça vous saoule de faire votre contenu, et ben débloquer des ressources, automatiser les choses, trouver des moyens qui vont faire que ce sera plus vous qui le ferez. Et si vous n'avez pas les finances, si vous n'avez pas les moyens de le faire, bah, changez votre façon de faire votre contenu. Donc c'est aussi une question de trouver les solutions. J'écoutais un podcast et il y a quelqu'un qui appelle ça la technique fuck it. Genre la technique de, bon bah, c'est quoi la technique, genre c'est quoi la solution la plus radicale? Bah, la solution la plus radicale, c'est de tout changer ou de trouver quelqu'un ou d'aller au plus radical comme solution, quoi. Ouais, je Là, suis c'est bon, bah, d'accord. je vais changer Ouais. deux, trois trucs, quoi. Parce que perso, moi, je fais des articles de blog, tu vois, pour les épisodes que j'ai déjà lancés avant, mais ça me saoulait, ça me prenait un temps fou. L'écriture, la relecture, finalement, là, pour les premiers épisodes que je lance, j'ai fait le choix de déléguer, tout simplement. Une personne me fait les retranscriptions des audios, c'est magnifique, je n'ai plus qu'à intégrer, ma vie est belle, et j'ai gagné 3 heures de temps. Et après, il faut trouver les solutions qui nous conviennent, mais moi, déléguer pour cette partie-là, ça m'allait très très bien, c'est à la cool. Après, s'il y en a par exemple qui n'aiment pas le montage, ils délèguent pour le montage. Enfin, comme il y a toujours une solution, après, il faut trouver celle qui nous convient le plus, mais tout est possible. Exactement. Et surtout, on en parlait dans un épisode de Keep ton contenu, je crois, mais déléguer, c'est pas genre a big thing. Moi, je prends l'exemple de ma mère qui est orthophoniste, qui a un comptable, qui a plusieurs stagiaires de temps en temps. Enfin, en fait, apparemment, je pense qu'il y a plein de gens dans votre entourage, votre boulanger, votre technicien, votre garagiste, tout ce que vous voulez. Ben, en fait, ils ont déjà plein de gens à qui ils délèguent des choses. Donc aussi, c'est pas un gros truc de Ouais, c'est déléguer. pas grave de déléguer, hein. Puis ça nous aide à C'est pas avancer. normal. Enfin, il faut voir comme un point positif, ça nous aide à avancer, à aller plus loin, et ça nous soulage aussi dans notre quotidien. Exactement. Et on arrive à la fin. Petite question de fin concernant la création de contenu et enfin, toi, c'est quoi le truc ultime ou le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu, en tout cas pour le départ, et enfin, ne pas se prendre la tête avec des choses parfois inutiles? Comment est-ce qu'il devrait s'y prendre au départ? Est-ce que je peux en donner plusieurs des conseils? Vas-y. Première chose, lâchez-vous la grappe. Si vous êtes en train de vous dire, faut que ce soit parfait, il faut que, si vous avez un peu le syndrome du perfectionnisme, etc., arrêtez tout de suite. Et si vous sentez que ça va plus, vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver la bonne idée, fermez votre ordinateur, sortez, allez marcher, faire autre chose, mais lâchez-vous la grappe. La deuxième chose, c'est acheter un carnet et utilisez-le quotidiennement. Que ce soit pour marquer les points que vous faites avec vos clients, les accompagnements que vous allez construire, les newsletters que vous voulez mettre en place, les idées de contenu que vous avez, ou même les idées que vous avez à minuit et demi, etc. Utilisez un carnet, vraiment achetez-le, utilisez-le, prenez soin de lui et ayez-le tout le temps avec vous. Vraiment tout le temps, à un café, quand vous allez avec des potes, quand vous allez boire des verres, tout le temps. Et puis, dernière chose, je dirais, engagez-vous avec quelqu'un pour votre contenu ou même pour votre business en général. Comme je l'ai dit, Marine, je l'ai rencontrée pendant mes études et maintenant je monte mon activité avec elle. Je pense que ça a été le meilleur game changer de toute ma vie, le meilleur engagement que j'ai pu avoir.
parce que maintenant, on s'appelle toutes les semaines, 2 heures par semaine, et on voit vraiment l'intérêt de se contacter directement, d'avoir un feedback direct toutes les semaines de voilà ce que j'ai eu comme idée, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ah non, c'est pas une bonne idée, ok, etc. Et d'aviser petit à petit avec quelqu'un d'autre. Donc vraiment, engagez-vous avec quelqu'un, ça va changer votre vie. Eh bien, écoute, top pour ces conseils, mais c'est vrai que le carnet, c'est plutôt pas mal de pouvoir noter, pas forcément que sur l'ordi. On n'est pas forcément limité sur le format où on peut noter dans tous les côtés, de toutes les couleurs. Des fois, c'est pas mal, il n'y a pas de cadre et au moins, ça peut partir dans tous les sens et il n'y a pas de limite à part les dernières pages du cahier et du carnet. Et pour finir, petite question à côté. Moi, je travaille beaucoup en musique. Est-ce que tu as podcasts, ça dépend des personnes, comment elles travaillent. Est-ce que tu as des podcasts ou des musiques que tu écoutes fréquemment qui t'accompagnent au quotidien? En ce moment, j'écoute beaucoup les concerts qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Arte Radio. Arte Concert, Arte Radio. Ils font plein de rediffusions sur leur chaîne YouTube. Et du coup, il y a pas longtemps, j'ai écouté le concert fait par Irma, et c'était, je crois, au Point éphémère. Et du coup, j'ai un peu en boucle une chanson qu'elle chante dedans qui s'appelle Va-t'en, qui est une chanson en français qu'elle chante. Donc, la chaîne YouTube d'Arte Concert, vraiment, si vous savez pas quoi écouter, et si vous avez envie de changer aussi des reprises de juste des albums tout simples, ça une autre ambiance de aussi l'avoir en live, quoi. Ouais, ça peut être pas mal. Et du coup, est-ce que tu as un podcast, toi, dont tu es un peu fan? Tu as quand même pas mal de podcasts. Si tu devais en donner Ouais, qu'un, beaucoup de... ça va être compliqué, je pense. Non, je peux donner un podcast que j'écoute beaucoup en ce moment, et qui est un podcast business qui s'appelle Structure, qui est un podcast qui a été lancé par Romain Collignon, qui parle beaucoup de structuration, et c'est des interviews de fondateurs, d'entrepreneurs, etc., qui parlent de comment ils structurent leur entreprise. Très intéressant si ça vous intéresse d'avoir plus de clarté dans vos process, dans votre structuration, de déléguer, de recruter, etc. Très bon podcast. J'écoute pas trop quand je travaille parce que j'ai besoin de me concentrer et de Oui, marquer les c'est choses sur le moment. compliqué des fois. Mais le matin ou même le soir, quand j'ai envie d'écouter des podcasts, très bon podcast. Bah écoute, Diane, merci beaucoup pour tous tes conseils et toutes tes astuces. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre à la création de contenu et à kiffer aussi. Très important, n'oublie pas de kiffer quand on crée. Et je te remercie beaucoup, Diane, pour ton temps.